Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'a pas encore fait acte de candidature pour la présidentielle, mais on a du mal à ne pas y voir un signe. Nos confrères de l'opinion le révélaient dès hier. Éric Zemmour va créer son propre parti politique et le polémiste prépare déjà le coup d'après. Et c'est ce que l'on va voir avec vous, Jacques Serret. Bonjour. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Jacques, vous avez enquêté et ce que vous nous dites ce matin, c'est que les équipes d'Éric Zemmour planchent d'ores et déjà sur la campagne des législatives. Oui, le polémiste veut des députés et en coulisses, l'association des amis d'Éric Zemmour s'organise pour préparer les élections législatives. L'association s'est structurée en 3 échelons, un responsable par région, un par département, un par circonscription. Des militants qui ces dernières semaines ont proposé à des centaines de personnes de devenir candidates aux législatives, toujours selon une règle, la règle des 3 tiers. Un tiers de candidats issus des Républicains, un tiers venant du Rassemblement national, un tiers de nouveaux profils, pour qu'à l'échelle du pays, les aspirants députés soient représentatifs d'une certaine union des droites. Un chantier qui a déjà bien avancé puisque, selon nos informations, les 3/4 de ces potentiels candidats aux législatives ont été trouvés. Certaines circonscriptions sont cependant volontairement laissées libres dans l'espoir de nouveaux ralliements de personnalités politiques d'envergure. En attendant, l'annonce officielle de la candidature d'Éric Zemmour se précise. Toujours selon nos informations, le polémiste sautera le pas entre fin octobre et début novembre. Message a été passé aux militants que tout le monde soit prêt pour une opération massive de collage d'affiches la veille de son annonce. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Une annonce donc entre fin octobre et début novembre, c'est-à-dire dans une grosse quinzaine de jours. Éric Zemmour qui pourrait compter sur le renfort de Jean-Frédéric Poisson, le patron de l'ancien parti chrétien-démocrate, est déjà candidat à la présidentielle, mais il pourrait se retirer et s'investir auprès du polémiste. Je vous propose de l'écouter. Ça fait partie des choses qui sont en discussion. Ça, c'est exact. Maintenant, ça mérite d'être définitivement confirmé. Mais effectivement, j'ai toujours dit, moi, de toute façon, que à partir du moment où je constaterai qu'un candidat conservateur va à la présidentielle avec de meilleures chances que moi de le porter avec succès, je me retirerai pour faire campagne auprès de ce candidat. Il semble que Éric Zemmour soit dans cette situation, donc effectivement, je tiendrai la parole que j'ai prise et l'engagement que j'ai pris. Donc voilà. Ensuite, les modalités dont ce que vous évoquez fait partie sont encore en discussion, mais effectivement, cet élément de commission d'investiture fait partie de nos conversations. Jean-Frédéric Poisson, ancien député des Yvelines, joint au téléphone par Jacques Serret. On reste dans les Yvelines puisqu'attrape l'élection municipale partielle permet à Ali Rabet de récupérer son fauteuil de maire. Le candidat sortant proche du mouvement Génération de Benoît Hamon l'emporte dès le premier tour avec 58% des suffrages. Scrutin marqué par une forte abstention. Moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé. Les suites du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Le gouvernement maintient la pression sur l'épiscopat. Rien n'est plus fort que les lois de la République, expliquait jeudi le porte-parole du gouvernement. Si Monseigneur Moulin-Beaufort ne l'a pas entendu, il devrait à nouveau l'entendre demain lors de son entretien avec le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement durcit le ton, Virginie Riva, puisque le garde des Sceaux réclame à son tour la levée du secret de la confession. Oui, la pression s'accentue sur l'Église de France. Dans ce document, le ministre reprend le même argumentaire que la commission Sauvé pour exiger d'un prêtre qu'il dénonce toute agression sur mineur, même si la confidence a été obtenue dans le confessionnal. Il demande par ailleurs que des protocoles soient signés entre évêques et procureurs, sur le modèle de ce qu'a fait le parquet de Paris, pour faciliter la transmission des signalements. L'Église, elle, campe toujours sur la même position, à savoir que le secret absolu de la confession, tel que garanti par le droit canon, le droit interne à l'Église, n'est pas contraire aux lois de la République, car le prêtre s'est vu reconnaître par la République une forme de secret professionnel depuis 2004. On le comprend, le sujet est donc devenu du côté du gouvernement comme de la Conférence des évêques de France un point de crispation. C'est clairement le premier acte de résistance de la Conférence des évêques au rapport Sauvé, une attitude qui a suscité un tollé chez les fidèles. Ils sont des milliers à se manifester depuis vendredi sur les réseaux sociaux avec un hashtag MyChurchToo appelant l'Église à des réformes de grande ampleur. Et ce matin, 3 personnalités appellent l'ensemble des évêques de France à démissionner collectivement, seule issue honorable selon les 3 signataires. Il s'agit de François Deveau, cofondateur de l'association de victimes La Parole Libérée, de la théologienne Anne Soupa et de la directrice de la publication de témoignages chrétiens Christine Pedotti. Il est 7h05 sur Europe 1. C'est très tendu en ce moment entre la France et l'Algérie. Le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France n'est pas à l'ordre du jour. Il est conditionné au respect total de l'Algérie et de l'État algérien. On oublie qu'elle a été un jour une colonie française, affirme le président Abdelmadjid
Mohamed Tebboune. Il demande à Emmanuel Macron de ne pas falsifier l'histoire. Le chef de l'État a déclenché la colère d'Alger après avoir déclaré que la nation algérienne s'était construite sur une rente mémorielle. Être ou ne pas être dans l'Union européenne, les Polonais ne veulent pas d'un Polexit. La version polonaise du Brexit brandie après la décision du tribunal constitutionnel, la plus haute instance du pays conteste la primauté du droit européen sur le droit polonais, notamment en matière judiciaire. Hier à Varsovie, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour rappeler leur attachement à l'Europe. C'est le cas de Beata Grepert, traductrice qui habite à Varsovie. Je me sens européenne parce que je suis européenne. Il n'y a pas de raison que ça change. Depuis 2004, c'est-à-dire depuis l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, le pays a complètement changé. Pour quelqu'un qui a vu la Pologne d'avant l'adhésion et d'après l'adhésion, ce sont deux pays différents avec énormément d'infrastructures qui ont été construites, d'autoroutes, des piscines, des centres de culture, des centres de sport. Beaucoup de choses qui ont changé au niveau du niveau économique et social, mais aussi au niveau des consciences. C'est-à-dire que les gens ont commencé à se rendre compte que les droits de l'homme, c'est quelque chose de vital. Une habitante de Varsovie jointe par Océane Théard. Cette question de la primauté du droit européen sur le droit national intéresse aussi les candidats à la présidentielle en France. Arnaud Montebourg comprend la décision de la justice polonaise. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews hier. L'affirmation qu'une constitution est supérieure et doit être supérieure aux décisions qui sont prises par l'Union européenne, pour moi, c'est une évidence, presque une lapalissade. Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais. Néanmoins, non mais c'est important. Néanmoins, le fait qu'un État membre aujourd'hui veuille réaffirmer la suprématie de sa loi nationale me paraît être le chemin que la France doit emprunter. Arnaud Montebourg, invité du grand rendez-vous hier sur Europe 1 et CNews. Un mot de football, Dimitri. Les Bleus effacent en partie leur échec à l'Euro avec un nouveau titre, victoire 2-1 hier soir face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. Enfin, un anniversaire en musique ce lundi. Les mains sur le buzzer ou sur le klaxon si vous êtes en voiture, vous avez le droit, exceptionnellement. Deuxième. Vous avez aussi le droit d'appeler Europe 1 pour vous faire aider si vous ne trouvez pas. C'était Jean-Jacques Goldman, bien sûr, dont on fête les 70 ans. Plusieurs millions d'albums vendus. Quelle machine à tube, Il a ce écrit Jean-Jacques pour une Goldman. centaine d'artistes, Céline Dion, Patricia Cass, Johnny Hallyday, bien sûr. Marc Lavoine, L'Âme également. L'Âme aussi, oui. Effectivement, mais ça n'a pas bougé, moi je trouve, Jean-Jacques Goldman. Nicolas Bouzou, il en pense quoi de Jean-Jacques Goldman? C'est une icône et ça rappelle tellement de souvenirs. J'adore ça, je suis fan, je trouve qu'il est super classe. Ouais, c'est le son des années 80 qui ne s'est pas ringardisé. C'était génial les années 80. J'étais pas grand, hein, mais quand même. 90 aussi. Et 90 aussi. Bon anniversaire Jean-Jacques Goldman, 70 ans aujourd'hui. Christophe Lamarre, je vous souhaite pas bon anniversaire, mais je vous dis à tout à l'heure. Ouais, je l'ai passé, moi, ça y est. Rendez-vous 8h30 pour votre prochain journal.